Bonjour à tous, chers spectateurs du monde entier. Je m'appelle Elisabeth et j'ai 60 ans. J'ai gardé cette histoire enfouie dans les ténèbres de mon cœur pendant des décennies, mais aujourd'hui, mon âme ne peut plus la contenir. Mes doigts tremblants tiennent ce stylo et à chaque trait, je saigne des souvenirs qui auraient dû être oubliés depuis longtemps. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est une cicatrice qui brûle encore dans le silence de la nuit. Tout a commencé par une nuit pluvieuse, de celle où la pluie tambourine lourdement sur le toit, et vous fait vous demander si le ciel lui-même pleure pour vous. Je n'avais que 12 ans, et je me souviens du froid de la terre humide sous mes pieds alors que j'allais chercher de l'eau au puits. Ma mère était malade, et mon père, il n'était jamais à la maison avant que la lune ne se lève. Il était toujours dehors à boire, revenant avec des yeux rouges et des poings qui parlaient plus fort que sa voix. Mais ce n'est pas mon père qui m'a brisé en premier. Non, c'était mon frère, David. David avait 15 ans, soit 3 ans de plus que moi. Il était la seule personne qui me parlait comme à un être humain, du moins au début. Je lui faisais confiance avec cette foi aveugle que seul un enfant peut avoir, jusqu'à ce qu'une nuit, il se glisse dans ma chambre pendant que tout le monde dormait. Il sentait la sueur et la bière éventée, et ses mains étaient rugueuses, se plaquant sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon esprit était un brouillard de confusion et de douleur. Je me souviens du matelas qui grinçait sous moi, de mes larmes qui trempaient l'oreiller, tandis qu'il volait ce que personne ne pourrait jamais me rendre. Et quand il eut fini, il murmura « Ne le dis à personne. Si tu le fais, je te tuerai. » C'était mon frère, mais cette nuit-là, il est devenu mon monstre. Je n'ai rien dit à personne. J'ai porté la honte comme un fantôme accroché à ma peau. Et il est revenu, encore et encore, comme une tempête qui ne s'arrêterait jamais. Les mois passèrent, et mon corps commença à changer. Mon ventre gonfla, et je priais chaque nuit pour que ce soit un rêve, un cauchemar qui disparaîtrait au matin. Mais la vérité grandissait avec chaque jour qui passait. Quand mon père l'a découvert, il ne m'a même pas demandé qui était responsable. Il n'a pas vu une enfant. Il a vu une disgrâce. Je peux encore sentir la morsure de sa ceinture sur mon dos, chaque coup une punition pour un crime que je n'avais pas commis. Ma mère pleurait dans le coin, trop faible pour se lever, ses yeux vides comme le fond d'un vieux puits. Je les ai suppliés de me croire. Je leur ai dit que c'était David. Mais mon père a rugi comme un lion en colère, son visage rouge et tordu de rage. « Menteuse, fille sans vergogne, comment oses-tu dire une telle chose sur ton frère ?» m'a-t-il craché. Puis il a levé la main à nouveau, et cette fois, c'était un coup au visage qui m'a laissé goûter au sein. J'ai couru dans la cour arrière et me suis caché derrière le vieux manguier. Les branches frissonnaient dans le vent, et moi aussi. Mon bébé bougeait en moi, un minuscule battement de vie, et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'étais une enfant portant un autre enfant, et je ne savais même pas comment être une enfant moi-même. Je n'avais personne. Mes amis à l'école chuchotaient et me montraient du doigt, m'appelant par des noms que je ne comprenais pas. La honte était un manteau que je ne pouvais pas enlever, peu importe à quel point j'essayais. Et pourtant, David continuait à venir. Il me souriait au petit déjeuner, et plus tard dans la nuit, il se glissait dans ma chambre comme une ombre. Je souhaitais la mort chaque nuit, mais la mort n'est jamais venue. Une nuit, alors que j'étais allongée sur mon mince matelas, j'ai entendu la voix tonitruante de mon père dans l'autre pièce. Il était encore ivre, maudissant ma mère de m'avoir mise au monde. J'ai entendu quelque chose se briser, peut-être une chaise, peut-être le corps fragile de ma mère. J'ai tenu mon ventre et j'ai murmuré « Tout va bien, bébé, je suis là », parce que personne n'était là pour moi. J'ai essayé de m'enfuir une fois. J'ai fait un petit sac, enveloppé quelques morceaux de pain dans un chiffon, et me suis dirigée sur la pointe des pieds vers la porte. Mais la vieille porte en bois a grincé trop fort, et mon père m'a attrapée avant que je puisse partir. Il m'a traînée dans la maison, son haleine puant l'alcool. Il m'a battue jusqu'à ce que je ne puisse plus me tenir debout, et quand j'ai finalement ouvert les yeux, j'étais allongée sur le sol froid, ma joue enflée, mes lèvres fendues. Je me souviens du clair de lune cette nuit-là. Il était si brillant, et il tombait sur mon ventre arrondi comme une bénédiction du ciel. J'ai senti le bébé bouger à nouveau, et c'était la seule chose qui me maintenait en vie. Mon bébé était innocent. Mon bébé était à moi. Mais David était implacable. Il se fichait que je sois enceinte. Il se fichait que je sois sa sœur. Chaque fois qu'il venait à moi,
Je sentais un morceau de mon âme se flétrir. Je voulais crier, mais la honte me tenait dans son étreinte de fer. Je voulais mourir, mais mon bébé ne me laissait pas faire. Mon bébé était ma raison de me battre, même quand j'avais l'impression d'en avoir plus rien. Et puis, une nuit, tout a changé. Mon père est rentré plus tôt que d'habitude. Il a senti l'air, l'odeur du péché qui flottait lourdement dans ma chambre. Il a fait irruption et a surpris David avec ses mains sur moi. J'ai pensé pendant un moment que la justice était enfin arrivée. Mais au lieu de punir David, la rage de mon père s'est à nouveau tournée contre moi. Il m'a traité de putain. Il a dit que j'étais maudite. Il a dit que j'étais l'enfant du diable. Et à chaque mot, il me battait plus fort et plus fort jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer, jusqu'à ce que mon monde devienne noir et silencieux. Je me suis réveillée dans une mare de mon propre sang. Mon bébé n'a pas bougé cette nuit-là. Et j'ai su que j'avais tout perdu. Mon bébé était parti. Alors que j'étais là, à peine consciente, j'ai entendu la voix de mon père dans l'obscurité. « Si jamais tu en parles à quelqu'un, je t'enterrerai moi-même, a-t-il grogné. Et puis il est parti, me laissant seule avec ma douleur et le fantôme de l'enfant que je n'ai jamais pu tenir. Ce n'est que le début de mon histoire. Une histoire qui n'est pas seulement la mienne, mais une histoire qui appartient à chaque femme, dont la voix a été volée, dont l'innocence a été prise, et qui a dû se battre pour survivre quand il n'y avait plus personne pour se battre pour elle. Mais j'ai survécu. 60 ans plus tard, mes cicatrices sont toujours là. Mes larmes coulent encore quand les souvenirs s'insinuent. Et maintenant, je suis prête à tout partager. Demain, je vous raconterai comment j'ai trouvé la force d'affronter mes démons, comment je suis sortie des cendres de mon enfance, comment j'ai appris que parfois, ceux qui sont censés vous protéger sont les monstres mêmes qui vous brisent. M'écouterez-vous? Car la vérité ne fait que commencer à se dévoiler. Le soleil se levait lentement ce matin-là, peignant le ciel de douces nuances de rose et d'orange. Je l'observais depuis la petite fenêtre de ma chambre, mon corps souffrant encore de la nuit précédente. Les paroles coléreuses de mon père résonnaient dans mes oreilles comme une chanson que je ne pouvais oublier. Les larmes de ma mère, silencieuses et impuissantes, avaient séché sur ses joues. Et David, il agissait comme si rien ne s'était passé, comme si c'était moi qui l'avais offensé. Je voulais crier, m'enfuir loin de cette maison de chagrin. Mais où pouvais-je aller? Je n'étais encore qu'une fille, et le monde extérieur était aussi froid que les murs qui m'emprisonnaient. Alors je suis restée, avalant ma douleur comme un médicament amé. J'ai essayé de retourner à l'école, de retrouver une partie de moi-même dans les leçons et les rires des autres enfants. Mais ils me regardaient avec des yeux qui ne voyaient que la honte. Certains chuchotaient dans mon dos, leurs voix comme des couteaux. Je les entendais m'appeler la fille maudite. Et chaque fois, c'était comme une autre blessure qui ne guérirait jamais. À la maison, je faisais tout ce que je pouvais pour plaire à mon père. Je frottais les saules jusqu'à ce que mes doigts saignent, cuisinais des repas que je ne pouvais pas manger, et lavais les vêtements jusqu'à ce que mes articulations deviennent rouges. Ma mère m'observait, les yeux pleins de chagrin, mais elle ne disait jamais un mot. Peut-être n'avait-elle plus de mots à donner. Parfois, quand la maison était calme et que David est absent, je m'asseyais près de la fenêtre et donnais des berceuses au bébé que j'avais perdu. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Je n'avais même pas de nom pour la petite vie qui avait autrefois grandi en moi. Mais dans ces moments tranquilles, je trouvais un petit morceau de paix. Un après-midi, alors que je suspendais des vêtements sur la corde, ma voisine, grand-mère Rose, m'appela. C'était une femme gentille, avec un visage qui portait le poids de nombreuses années et un cœur toujours ouvert. « Élisabeth, dit-elle doucement, tu as l'air si fatiguée. Viens t'asseoir avec moi un moment. » J'ai d'abord hésité, craignant que mon père ne soit en colère s'il me voyait me reposer. Mais quelque chose dans sa voix douce m'attira. Je me suis assise sur le petit banc en bois à côté d'elle, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé couler mes larmes. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste pris ma main dans la sienne, sa peau chaude et ridée, et elle a dit « Tu es plus forte que tu ne le penses. Même quand le monde essaie de te briser, il y a une lumière en toi que personne ne peut enlever. » Ces paroles étaient comme un baume sur mon cœur blessé. Je ne savais pas comment y croire alors, mais je m'y accrochais comme à une promesse. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé aux paroles de grand-mère Rose. J'ai pensé au bébé que je n'ai jamais pu tenir et à la mère que j'aurais aimée
pouvoir me protéger. Et dans cette obscurité, j'ai trouvé une petite lueur d'espoir. Mais peut-être, juste peut-être, pourrais-je y survivre. Les jours passaient lentement, chacun étant un test d'endurance. La colère de mon père ne s'estompait pas, et le sourire de David me glaçait toujours jusqu'aux os. Mais je trouvais de petits moments de réconfort, regarder les oiseaux construire leur nid dans le vieux manguier, écouter le rire des enfants dehors, et sentir le soleil échauffer ma peau pendant que je travaillais. Un matin, alors que je balayais la cour avant, j'ai vu une jeune fille de mon école passer. Elle m'a regardée avec pitié, mais au lieu de se détourner, elle s'est arrêtée. « Élisabeth, dit-elle, sa voix tremblante, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. » Sa gentillesse était une petite lumière dans mon monde d'ombre. Elle me rappelait que tout le monde ne me voyait pas comme une fille honteuse. Certains me voyaient comme une personne, quelqu'un qui méritait d'être aimé. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon petit journal, celui que grand-mère Rose m'avait donné. J'ai écrit sur ma douleur, ma solitude, et mes rêves d'un jour où je serai libre. L'écriture est devenue mon refuge secret, un endroit où je pouvais déverser mon cœur sans crainte. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si mon père arrêterait un jour sa rage ou si mon frère verrait jamais la douleur qu'il avait causée. Mais je savais une chose, j'étais toujours là. Et tant que j'avais du souffle dans mon corps, je continuerais à me battre, parce que même si mon monde était plein d'obscurité, je devais croire que quelque part là-bas, un jour plus lumineux m'attendait. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, mais la lourdeur dans mon cœur ne semblait jamais me quitter. Je continuais à aller à l'école, bien que chaque pas fût comme marcher dans le feu. Les regards des gens me suivaient partout, certains remplis de pitié, d'autres de dégoût. Je voulais disparaître, me cacher où personne ne pourrait me voir ou me juger. Mais la partie la plus difficile était toujours de rentrer à la maison. Chaque jour, la maison semblait plus froide et plus lourde, comme si elle retenait son souffle, attendant que quelque chose de terrible se produise. La rage de mon père était comme une tempête qui pouvait éclater à tout moment. David était plus silencieux maintenant, mais sa présence était toujours une ombre sur ma vie, toujours à regarder, toujours à attendre. Un soir, je suis rentrée tard de l'école. J'étais restée après la classe pour aider le professeur à nettoyer le tableau noir, espérant éviter les questions en colère de mon père. Au moment où j'ai franchi la porte, j'ai entendu des cris. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. « Où étais-tu » a crié mon père dès qu'il m'a vue. Ses yeux étaient de sang, sa voix rauque comme du gravier. « Tu penses que tu possèdes cette maison. Tu n'es qu'une disgrâce. » J'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Je voulais juste disparaître. Mais avant que je puisse bouger, il m'a saisi par le bras, sa poigne comme du fer. « Ne me fais pas appeler ton frère, » a-t-il menacé. « Il t'apprendra ta place. » Je savais ce que cela signifiait. Je voulais crier, me battre, mais j'étais piégée. Mon corps était fatigué, mon esprit presque brisé. Cette nuit-là, allongée sur mon mince matelas, mon esprit était rempli de pensées sombres. J'ai pensé à m'enfuir. Mais où pourrais-je aller? Je n'étais qu'une fille, et le monde extérieur était cruel et impitoyable. Mais ensuite, j'ai pensé au bébé en moi. La petite vie que je portais, un secret que personne ne connaissait. Ce bébé était mon seul espoir, ma raison de tenir bon. Dans le silence, je me suis fait une promesse, je survivrai. Pas seulement pour moi, mais pour cette petite vie qui grandissait en moi. Quoi qu'il arrive, je protégerai mon bébé. Le lendemain à l'école, j'ai trouvé un coin tranquille dans la bibliothèque et j'ai enfoui mon visage dans un livre. Les mots sur les pages n'avaient pas d'importance, c'était le silence dont j'avais besoin. Puis, soudain, quelqu'un s'est assis à côté de moi. C'était Sarah, la fille qui m'avait offert sa gentillesse des semaines auparavant. Elle a souri doucement et dit « Tu n'as pas à être seule, Élisabeth. Je veux t'aider. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur de chaleur. Peut-être, juste peut-être, y avait-il quelqu'un qui se souciait de moi. Sarah ne posait pas de questions qu'elle n'avait pas besoin d'entendre. Elle écoutait simplement alors que je partageais des morceaux de ma douleur, petit à petit. Parler avec elle était comme respirer de l'air frais après avoir été piégé sous l'eau. Mais chaque moment d'espoir venait avec sa propre peur. Et si mon père le découvrait? Et si David revenait me faire du mal à nouveau? La maison était un piège, et j'étais prise dedans. Un après-midi, après l'école, Sarah m'a emmenée chez sa grand-mère.
Le visage de grand-mère Rose était gentil et plein de sagesse. « Nous prendrons soin de toi, a-t-elle promis. Aucun enfant ne devrait vivre dans la peur. Pour la première fois, je me sentais en sécurité. Les jours passèrent, et je commençais à aller chez grand-mère Rose plus souvent. Elle me donnait un endroit pour me reposer, de la nourriture à manger, et un sourire qui ne demandait jamais rien en retour. Mais le danger à la maison était toujours présent. Un soir, alors que je rentrais, j'ai entendu la voix de mon père crier depuis l'intérieur de la maison. Mon cœur s'effillait. Je voulais courir, mais mes jambes semblaient lourdes. Je me suis tenue à la porte, écoutant. Où est-elle? Où est cette fille? Exigeait-il. Puis, une voix froide a répondu. Elle est avec grand-mère Rose. Mon père a juré bruyamment et a claqué la porte. Cette nuit-là, je tremblais dans mon lit. Les murs autour de moi semblaient se refermer. Je savais que ce n'était que le début de quelque chose de pire. Et puis j'ai entendu un son de grincement lent de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Je n'osais pas bouger. Les pas se rapprochaient. Une ombre est tombée sur ma chambre. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Et puis, une voix a murmuré dans l'obscurité. Que va-t-il se passer ensuite? Sera-t-elle en sécurité chez grand-mère Rose? Ou les ténèbres de la maison la suivront-elles? Je restais figé sur mon mince matelas, las, le cœur battant comme un oiseau piégé. La voix dans l'obscurité était celle de mon père. Je n'osais pas respirer. Les pas lourds s'arrêtèrent juste devant ma chambre. Le silence qui suivit était si épais qu'il m'écrasait. Puis la porte grinça en s'ouvrant. J'ai fermé les yeux, souhaitant pouvoir disparaître dans les ombres. Mais ce n'était pas mon père qui entrait. C'était David. Ses yeux étaient froids, vides. Ce n'était plus le frère en qui j'avais confiance autrefois, mais un étranger portant un masque de cruauté. « Je te l'ai dit, » murmura-t-il, « tu ne peux pas t'enfuir de moi. » Je voulais crier, mais ma voix s'était perdue dans le silence. Le bébé en moi s'agita, un minuscule battement qui était mon seul espoir. David m'a pas fait de mal cette nuit-là. Au lieu de cela, il m'a regardé, et j'ai senti une vague de pure haine émaner de lui. Puis il a dit « Tu ne seras jamais libre. » Il est parti aussi silencieusement qu'il était venu, me laissant seul avec ma terreur. Le lendemain matin, je bougeais à peine. Mon corps souffrait pas seulement de douleur, mais du poids du désespoir. Je pensais aux paroles cruelles et aux mains de mon père, au bébé qui grandissait silencieusement en moi, et à la promesse de David. Comment pourrais-je survivre à cela? Comment quelqu'un le pourrait-il? Je savais que j'avais besoin d'aide, mais qui me croirait? À qui pourrais-je faire confiance? À l'école, je parlais à peine. Les chuchotements des autres enfants étaient comme des couteaux qui coupaient plus profondément que n'importe quelle blessure. Mais Sarah était là encore. Elle m'a tendu un petit papier plié et a dit « Si jamais tu veux parler, je suis là. » Je l'ai déplié. C'était un numéro de téléphone. Pour la première fois, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Ce soir-là, j'ai attendu que mon père et David soient partis. Les mains tremblantes, j'ai appelé le numéro. Une voix calme a répondu. « C'est la ligne d'aide aux femmes. Comment puis-je vous aider ?» Je lui ai tout dit, les abus, la grossesse, la peur. Elle ne m'a pas jugée. Elle n'a pas crié ni hurlé. Elle a dit « Tu n'es pas seule, Elisabeth. Nous t'aiderons. » Les larmes coulaient sur mon visage. Pendant des années, je pensais être invisible. Maintenant, quelqu'un m'avait vue. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai prié pas seulement pour le bébé, mais pour moi-même. J'ai prié pour la force. J'ai prié pour le courage. J'ai prié pour une vie où je pourrais enfin être en sécurité. Mais au fond de moi, je savais que le combat le plus difficile était encore à venir, parce que mon père et mon frère étaient toujours là dehors. Et ils venaient pour moi. Que fera Elisabeth ensuite? Trouvera-t-elle le courage de se dresser contre ses agresseurs? Ou les murs se refermeront-ils autour d'elle pour toujours? Après avoir appelé la ligne d'aide aux femmes, un sentiment étrange s'est installé en moi, comme la première lueur du soleil après une longue nuit noire. Mais la nuit n'était pas terminée. Les ombres s'attardaient encore, plus sombres et plus proches que jamais. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec cette petite étincelle d'espoir profondément enfouie dans ma poitrine. Sarah m'a souri, ses yeux chaleureux et gentils. Elle a murmuré « Tu es plus forte que tu ne le crois ». C'était la première chose gentille que j'entendais depuis longtemps. Mais quand je suis rentrée à la maison était froide, tout comme le silence de mon père. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il crie ou frappe. Mais il ne l'a pas fait.
Au lieu de cela, il m'observait avec des yeux comme des pierres vides et froids. Puis vint l'inattendu. Ma mère, qui avait été silencieuse et faible pendant si longtemps, s'est levée. Elle a regardé mon père, puis moi, et a dit d'une voix que je reconnaissais à peine: Élisabeth ne mérite pas cela. Rien de tout cela. Le visage de mon père s'est tordu de colère, mais ma mère a tenu bon. Assez, a-t-elle dit. Tu brises notre famille. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de défi dans ses yeux fatigués. Cette nuit-là, quand David est venu dans ma chambre, j'étais prête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé et j'ai dit: plus jamais. Il s'est figé. L'homme qui avait hanté mes nuits, volant mon innocence, semblait soudain petit et incertain. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai saisi mon téléphone et appelé la police. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Les policiers sont arrivés rapidement. David a été arrêté. Je voulais ressentir du soulagement, mais tout ce que je ressentais était de l'engourdissement. Les jours suivants ont été un tourbillon questions de police, médecins, travailleurs sociaux. La colère de mon père a explosé. Il m'a battu plus fort qu'avant. Mais cette fois, c'était différent. Ma mère m'a protégée. Elle s'est tenue entre nous, me protégeant de son corps frêle. Puis est venu le coup le plus dur. Un après-midi, alors que j'étais allongée sur mon lit, ma mère est entrée avec des larmes aux yeux. Élisabeth, dit-elle doucement, il y a quelque chose que tu dois savoir. Mon cœur s'est arrêté. Elle m'a dit que mon père avait également été violent envers elle, bien avant ma naissance. Elle était restée silencieuse parce qu'elle avait peur, parce qu'elle pensait que c'était son fardeau à elle seule. Entendre cela a brisé quelque chose en moi. Ma douleur n'était pas la mienne seule, et c'était une chaîne qui avait piétiné ma famille. Mais ensuite, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a pris ma main et dit: nous briserons cette chaîne ensemble. J'ai pleuré pendant des heures. Pour la première fois, je n'étais pas seule. Mais voici le rebondissement que je n'ai jamais vu venir. Un soir, l'assistante sociale a apporté une lettre de mon père. Il écrivait qu'il quittait la maison, qu'il avait honte de ce qu'il avait fait, qu'il espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner. Je ne savais pas quoi ressentir. Du soulagement, de la tristesse, de la colère. J'ai gardé la lettre pliée dans ma poche, près de mon cœur. Quelques jours plus tard, alors que j'étais assise près de la fenêtre, j'ai senti le bébé bouger en moi. Un petit coup, comme un murmure venant du futur. À ce moment-là, j'ai su que je devais me battre non seulement pour moi-même, mais pour la vie qui grandissait en moi. Le combat que personne ne voit, le combat pour l'espoir, pour la guérison, pour un nouveau départ. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Parce que les batailles les plus difficiles ne sont pas celles de l'extérieur, ce sont les batailles à l'intérieur du cœur. La maison était plus calme après le départ de mon père, mais le silence a son propre poids. Il pesait sur moi comme une lourde pierre, me rappelant tous les mots non dits, toutes les blessures encore à vivre sous la surface. Ma mère essayait d'être forte, mais je voyais les fissures dans son armure. Elle se réveillait au milieu de la nuit, les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité comme si elle combattait des fantômes que seule elle pouvait voir. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre, serrant une photo décolorée d'elle plus jeune fille qui rêvait d'une vie meilleure. Je voulais l'aider, mais je n'étais qu'une enfant portant un enfant, et ma propre douleur m'engloutissait souvent tout entière. L'école était devenue un champ de bataille auquel je ne pouvais échapper. Les chuchotements me suivaient comme des ombres. Certaines filles riaient cruellement, d'autres faisaient semblant que je n'existais pas. Même Sarah semblait parfois distante, incertaine de comment tenir une amie qui se noyait dans le silence. Un après-midi, alors que j'étais assise seule dans la cour de récréation vide, une voix tranchante a traversé l'air. Et, le monstre. Tu fais encore semblant d'être invisible. J'ai levé les yeux. C'était Claire, la reine des intimidatrices de l'école. Son sourire était cruel, ses yeux comme des poignards. Je voulais disparaître. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée, mon ventre lourd, mes jambes tremblantes. Laisse-moi tranquille, ai-je murmuré. Elle a ri. Ou quoi? Tu vas pleurer à ton petit bébé. Ton père te déteste déjà. Personne ne s'en soucie. Ces mots m'ont frappé comme des pierres. Mais sous la douleur, un feu s'est allumé. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, tenant mon ventre. S'il te plaît, ai-je murmuré au bébé en moi, reste fort. Nous combattrons cela ensemble.
Mais le combat était loin d'être terminé. Un soir, la sonnette a retenti tard. Mon cœur a sauté. Personne ne venait en visite après la tombée de la nuit dans cette maison, sauf les problèmes. C'était David. Ses yeux étaient sauvages, désespérés. Il est entré sans attendre d'invitation. « J'ai besoin de parler, » dit-il, la voix tremblante. Je voulais claquer la porte. Je voulais courir. Mais quelque chose dans ses yeux m'a fait hésiter. Il m'a raconté des histoires de douleur, de regrets et de confusion. Il n'était pas le monstre que j'avais imaginé, ou peut-être était-il lui-même quelque chose de brisé. Il m'a supplié de lui pardonner. Je voulais crier. Je voulais le détester pour toujours. Mais au lieu de cela, j'ai écouté. Parce que parfois, la chose la plus dangereuse est l'espoir. L'espoir que les gens peuvent changer. L'espoir que les choses brisées peuvent être réparées. Pendant des jours après sa visite, j'ai senti une tempête faire rage en moi. Pourrais-je pardonner au frère qui a détruit mon enfance? Pourrais-je faire la paix avec l'homme qui hantait mes nuits? Et qu'en est-il de mon père? La lettre qu'il a envoyée promettait un changement, mais pouvais-je le croire? Puis, un après-midi, la police a appelé. David avait disparu. Personne ne savait où il était. Mon cœur battait fort. S'était-il enfui? Ou quelque chose de pire attendait-il dans l'obscurité? Je suis restée éveillée cette nuit-là, fixant le plafond, le silence hurlant autour de moi. Et puis le téléphone a sonné. Une voix que je ne reconnaissais pas a murmuré. Tu ne seras jamais en sécurité. La ligne s'est coupée. J'ai lâché le téléphone, mes mains tremblantes. Qui était-ce? Que voulait-il? La peur m'enveloppait comme un linceul, mais sous la peur, la détermination grandissait. Je ne laisserai pas les ténèbres gagner. Pas cette fois. La tempête arrive, et Elisabeth doit faire face au secret qui se cache dans les ombres. Survivra-t-elle au chaos, ou le passé la rattrapera-t-il enfin? Les jours qui ont suivi l'étrange appel téléphonique ressemblaient à une marche dans un épais brouillard, chaque pas incertain, chaque respiration lourde. La maison, autrefois mon refuge, était devenue une cage construite à partir de la peur et de questions sans réponse. Je dormais à peine. Chaque fois que mes yeux se fermaient, je voyais les visages qui me hantaient et les yeux désespérés de David, les poings cruels de mon père, les larmes silencieuses de ma mère. Et le fantôme de l'enfant que j'avais perdu pesait sur mon cœur comme une lourde pierre. Je me demandais si je perdais la raison. Un après-midi, Sarah est venue me rendre visite. Son sourire était doux, mais ses yeux étaient vifs, comme si elle avait quelque chose de lourd à dire, mais ne savait pas comment. « Je m'inquiète pour toi, Elisabeth, dit-elle, s'asseyant à côté de moi sur le canapé usé. Tu as été différente, distante. Tu ne peux pas porter cela toute seule. Je voulais tout lui dire à propos de David, mon père, le bébé, les menaces. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai secoué la tête. Je vais bien. Juste fatiguée. Elle n'a pas insisté. Mais cette nuit-là, j'ai entendu le bruit. Des pas. Des pas doux et prudents dans le couloir devant ma chambre. J'ai retenu mon souffle. La porte a grincé en s'ouvrant. Une ombre est apparue. Pas David. Pas mon père. Quelqu'un d'autre. Je voulais crier, mais la voix m'a arrêtée. Elisabeth, c'est moi, ta grand-mère. Grand-mère? Elle avait toujours été discrète, presque invisible dans notre maison. Mais maintenant, ses yeux portaient une tempête. Elle est entrée, a fermé la porte et s'est assise à côté de moi. Je connais des choses que tu ne sais pas, dit-elle doucement. Des choses que ton père et David ont essayé d'enterrer. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi maintenant? Ai-je murmuré. Parce que tu n'es plus seule maintenant, dit-elle, prenant mes mains dans les siennes. J'avais peur avant, peur de ce qui arriverait si je parlais. Mais tu dois entendre cela. Tu mérites la vérité. J'ai hoché la tête, tremblante. Elle m'a raconté des histoires de douleur et de promesses brisées, de sa propre enfance perdue, de combats qu'elle ne pouvait pas gagner. J'ai essayé de te protéger, dit-elle, les larmes brillant dans ses yeux. Mais parfois, les personnes en qui nous avons confiance sont celles qui nous blessent le plus. Ces paroles m'ont frappée comme une vague. J'avais ressenti cette douleur toute ma vie. Soudain, tout ce que je croyais a commencé à se fissurer. Si grand-mère savait, alors pourquoi ne m'a-t-elle pas sauvée? Pourquoi avais-je été si seule? Avant que je puisse demander, le bruit est revenu. Des pas à la porte d'entrée. Un coup. Lent. Régulier. Mon père. Ou peut-être pire. Grand-mère s'est levée,
le visage durcissant. « Reste ici, dit-elle, je vais m'en occuper. » J'ai regardé comme elle ouvrait la porte. Des voix se sont élevées, des mots durs. Puis le silence. Une porte a claqué. Grand-mère est revenue, pâle et tremblante. « Il est parti, dit-elle. Pour l'instant. Mais la peur n'est pas partie. » Les jours se sont transformés en nuits agitées. La maison retenait son souffle, attendant. Puis un soir, alors que j'étais assise à regarder le coucher de soleil qui s'estompait, mon téléphone a vibré. Un message. Pas de nom. Pas de mots. Juste une image. C'était l'endroit préféré d'enfance de David et le vieux chêne près de la rivière. Et en dessous, écrit en lettres tremblantes, « Je suis désolée. Mon cœur s'est brisé. » Était-ce un signe d'espoir? Ou un piège? Je ne savais pas. Mais j'ai senti quelque chose changer profondément en moi, faute et fragile de courage. Peut-être que je n'étais pas aussi brisée que je le pensais. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais riposter. Et puis, comme si l'univers lui-même me testait, les lumières de la maison ont vacillé. Le téléphone a sonné à nouveau. Une voix calme et froide. « Elisabeth, arrête de creuser. Certaines pierres ne devraient jamais être retournées. » Clic. Le silence était assourdissant. Je suis restée là, tremblante, prise entre la terreur et la détermination. Pouvais-je arrêter? Voudrais-je arrêter? Non. Parce que certaines vérités, aussi douloureuses soient-elles, doivent être affrontées. Parce que le silence tue. Parce que je devais être entendue. Parce que je devais survivre pas seulement pour moi, mais pour l'enfant que j'ai perdu, pour la fille que j'étais autrefois, et pour la femme que je devenais encore. La nuit était épaisse de silence, mais je pouvais entendre chaque son de l'horloge qui tic-taquait, le grincement des planches, ma propre respiration hachée. Le message de David me hantait comme un fantôme que je ne pouvais pas secouer. Je suis désolée. Que signifiait-il? Essayait-il de tendre la main? Ou était-ce un autre tour cruel? Je fixais mon téléphone comme s'il pouvait soudainement révéler un secret caché dans les pixels. Mais ce n'était pas le cas. Juste la photo du vieux chêne, silencieux et immobile. Quelque chose en moi me tirait vers la rivière, vers cet arbre. Le lendemain matin, sous un ciel gris qui menaçait de pluie, je me suis forcée à y aller. Chaque pas vers la rivière était lourd. Les souvenirs s'accrochaient à ma poitrine, les rires d'enfance, le sourire de David, les promesses brisées dont personne ne parlait. Quand je suis arrivée au vieux chêne, j'ai vu quelque chose à laquelle je n'étais pas préparée. Un petit paquet enveloppé dans un tissu décoloré, attaché avec un ruban rouge. Mon cœur battait fort. Je me suis agenouillée, les mains tremblantes en le détachant. À l'intérieur se trouvait un petit journal usé. La couverture en cuir était craquelée, mais les pages à l'intérieur étaient intactes. Je l'ai ouvert lentement. Les premiers mots que j'ai vus m'ont coupé le souffle. Si tu lis ceci, tu n'es pas seul. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux te dire la vérité. C'était l'écriture de David. Un flot d'émotions s'est abattu sur moi, confusion, colère, espoir. Est-ce que David voulait que je connaisse la vérité? Essayait-il de dire quelque chose qu'il n'avait jamais pu dire? Soudain, le bruit de pas derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retournée rapidement. C'était Sarah. Ses yeux étaient grands, pleins d'inquiétude. « Je t'ai vu partir, » dit-elle doucement. Je devais te suivre. J'ai hésité mais lui ai tendu le journal. « Lis-le, » ai-je murmuré. « S'il te plaît. » Ensemble, sous l'ombre du vieux chêne, nous avons lu l'histoire de David. Page après page, sa voix prenait vie, une voix pleine de regrets, de douleur et d'un besoin désespéré de pardon. Il écrivait sur l'obscurité en lui, les erreurs qu'il avait commises, et comment il n'avait jamais voulu me faire de mal. Mais surtout, il écrivait sur la peur de la colère de notre père, la peur de perdre sa famille, la peur de lui-même. Chaque mot me coupait plus profondément, mais éveillait aussi quelque chose d'inattendu, la compréhension. Alors que nous fermions le journal, un frisson soudain m'a parcouru la colonne vertébrale. Une voix douce murmurait dans le vent. « Elisabeth. » J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Sarah a saisi ma main fermement. « Nous devons être prudentes, dit-elle. Il y a plus là-dedans que nous ne savons. » De retour à la maison, la tension était plus épaisse que jamais. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, les ombres semblaient se rapprocher. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, pas de voix, juste une respiration lourde. Et puis un avertissement murmuré. « Arrête de creuser, ou perds tout. » J'ai avalé difficilement, le cœur battant. Qui m'observait?
qui essayait de me faire peur pour me réduire au silence, mais je n'étais plus la fille effrayée qui se cachait derrière un manguier. J'étais une femme qui se tenait au bord d'une tempête, et j'étais prête à affronter ce qui allait suivre. Les jours passaient comme des nuages lourds, suspendus bas et menaçant de se briser. Mais au lieu de pluie, ils déversaient du silence. La maison semblait plus froide, plus vide, même si des gens y vivaient encore. Chaque regard de mon père était plus tranchant qu'un couteau, chaque mot plus lourd que le précédent. David ne me parlait plus. Ses yeux évitaient les miens, et quand il regardait, ils étaient pleins de quelque chose que je ne pouvais nommer douleur, culpabilité, peut-être honte. Cela faisait plus mal que ses actions n'avaient jamais fait. Je me retrouvais seule dans la cuisine, mes mains enroulées autour d'une tasse de thé froide, essayant de me tenir ensemble. « Élisabeth, dit doucement ma mère, viens t'asseoir avec moi. » Sa voix était comme un fil fragile qui me tendait la main. Je l'ai rejointe, la chaise grattant doucement sur le sol. Elle a pris ma main, tremblante. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger, » murmura-t-elle. Je le voulais chaque jour. Mais j'étais faible. Les larmes montaient, et je ne les ai pas combattues. Je les ai laissées tomber, parce que parfois la seule façon de guérir était de laisser sortir la douleur. J'ai peur, ai-je admis, peur que cela ne finisse jamais, que personne ne me croie jamais, que je sois seule pour toujours. Ses yeux se sont remplis de larmes aussi. Tu n'es pas seule, Élisabeth. Je serai à tes côtés, même si personne d'autre ne l'est. Ces paroles m'ont donné une petite étincelle d'espoir, mais le poids lourd dans ma poitrine est resté. Plus tard cette nuit-là, David est entré dans ma chambre. Sa voix était à peine un murmure. « Je suis désolé, dit-il à nouveau. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. Mais je veux essayer. » Je l'ai regardé, le garçon que j'avais aimé comme un frère, maintenant étranger qui m'avait profondément blessé. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, ai-je dit honnêtement. Je comprends, dit-il. Mais je veux arranger les choses. S'il te plaît. » Nous sommes restés assis en silence. Les années entre nous semblaient comme un canyon trop large à traverser, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il un pont. Les jours qui suivirent furent remplis de petits moments, excuses maladroites, conversations tranquilles, larmes partagées. La maison n'était pas parfaite, mais elle devenait lentement un endroit où la guérison pouvait commencer. Pourtant, la nuit, quand le monde était sombre et calme, je serrais mon ventre et murmurais au bébé qui grandissait en moi. « Je promets que je te protégerai, » ai-je dit. Quoi qu'il arrive, l'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'osais espérer. L'histoire est loin d'être terminée. Mais maintenant, Élisabeth se tient à un carrefour déchiré entre la confiance brisée et la faible lumière du pardon. Son cœur trouvera-t-il la paix? La famille qu'elle connaissait autrefois sera-t-elle jamais entière à nouveau? Seul le temps le dira. Les jours devenaient plus lourds à mesure que ma grossesse avançait. Chaque matin, je me réveillais avec un fragile espoir étroitement enroulé autour de mon cœur. Un espoir que peut-être, juste peut-être, cet enfant pourrait être la lumière qui percerait toutes les ténèbres. Mais l'espoir est une chose fragile. À chaque pas que je faisais, je sentais les yeux de mon père brûler dans mon dos. Pas avec colère cette fois, mais avec quelque chose de plus froid des déceptions, peut-être même haine. Son silence était plus fort que n'importe quel cri. À table, personne ne parlait du passé. Les murs semblaient retenir leur souffle, attendant qu'un seul mot brise la fragile paix. Un soir, j'ai trouvé ma mère dans le petit jardin derrière la maison. Elle était assise sur le banc de pierre froide, ses mains profondément enfouies sur ses genoux. « Mère » ai-je murmuré. « Comment continues-tu » Elle a levé les yeux, son regard fatigué mais ferme. « Je n'ai pas le choix, Élisabeth. La vie ne s'arrête pas pour la douleur. Nous la portons avec nous, et parfois elle nous rend plus forts. Parfois elle nous brise, mais nous la portons quand même. » Ces paroles me réconfortaient, mais m'effrayaient aussi. Combien plus pourrais-je porter? Plus tard cette nuit-là, un bruit soudain m'a réveillée en sursaut. Mon cœur battait fort tandis que j'écoutais attentivement. La maison était à nouveau trop silencieuse, sauf pour des voix étouffées en bas. Je me suis levée du lit, tenant mon ventre gonflé, et me suis dirigée vers la porte. Les voix étaient basses mais tranchantes mon père et David. « Je ne laisserai pas cette famille s'effondrer, » dit mon père férocement. « Nous devons arranger cela. Personne à l'extérieur ne peut savoir ce qui s'est passé ici. » La voix de David était désespérée. « Mais comment ? Je l'ai blessée. Je l'ai brisée. Elle ne me pardonnera peut-être jamais. Elle le fera,
dit froidement mon père. Sinon, nous nous assurons que personne ne la croit. Les mots m'ont frappé comme une tempête. J'ai senti un frisson froid me parcourir. J'ai réalisé alors que le combat n'était pas seulement contre ce qui s'était passé, c'était contre ceux qui voulaient me garder silencieuse. Je suis retournée dans ma chambre, les larmes brûlant mes yeux. Mon bébé s'agitait en moi, et j'ai murmuré une promesse tremblante. Toi et moi nous serons plus forts que cela. Nous devons l'être. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une nouvelle résolution. Je ne laisserai plus la peur ou le silence m'enchaîner. Mais au fond de moi, une terrible question me rongeait. Pourrais-je vraiment échapper aux ombres de mon passé? Ou étais-je destinée à porter cette douleur pour toujours? La maison retenait son souffle, attendant mon prochain mouvement. Et moi aussi. Les jours après cette nuit ressemblaient à une marche dans le brouillard. Je passais à travers les mouvements, mon corps devenant plus lourd à chaque semaine qui passait, mais mon cœur se sentait distant, perdu quelque part entre la peur et l'espoir. Je passais la plupart de mon temps dans ma petite chambre, le seul endroit où je pouvais respirer sans le poids du silence qui pesait sur moi. Parfois j'apercevais mon reflet dans le miroir fissuré une fille brisée, mais qui se battait encore. Une fille qui n'avait que son enfant à naître à qui s'accrocher. Un après-midi, ma mère est venue à moi, portant un petit paquet enveloppé dans un vieux tissu. Ses yeux étaient plus doux que d'habitude, mais ses mains tremblaient en me tendant le paquet. « J'ai trouvé ceci dans le grenier, » murmura-t-elle. Cela appartenait à grand-mère. J'ai soigneusement défait le paquet et en ai sorti une photographie décolorée et un petit journal usé. La photo montrait une jeune femme des yeux forts, un sourire gentil, quelqu'un que je voulais connaître. « Lis-le, » dit doucement ma mère. « Peut-être cela t'aidera. » Cette nuit-là, j'ai ouvert le journal. L'écriture était délicate mais ferme, remplie d'histoires de difficultés et de résilience. Ma grand-mère avait vécu à travers la perte et la douleur, mais elle n'avait jamais abandonné. Elle s'était battue pour sa famille, tout comme je voulais le faire. En lisant, j'ai ressenti une étrange connexion, un fil de force transmis à travers les générations. Pour la première fois, je n'étais pas complètement seule dans ma souffrance. Mais juste au moment où la chaleur de l'espoir commençait à grandir, la porte s'est ouverte violemment. David se tenait là, son visage illisible. Il avait l'air différent, pas le garçon cruel dont je me souvenais, mais quelque chose de brisé et de désespéré. « J'ai besoin de te parler, dit-il. » Mon cœur battait fort. Pouvais-je lui faire confiance? Était-ce un piège? Contre chaque instinct, j'ai hoché la tête. Il est entré et s'est assis à côté de moi, les yeux cherchant les miens. « Je suis désolé, murmura-t-il, la voix se brisant. J'étais un lâche. Je ne savais pas comment être autre chose. Mais je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. » Les larmes montaient à mes yeux. Une partie de moi voulait crier, s'enfuir, mais une autre partie, celle qui aspirait encore à une famille, écoutait. « Je veux arranger les choses, dit-il. Je veux être là pour toi et le bébé. » Avant que je puisse répondre, les pas de mon père ont résonné dans le couloir. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, ses yeux froids. « Que se passe-t-il ici » a-t-il exigé. David s'est levé rapidement. J'essaie d'arranger cela. Mon père a ri, un son dur et amer. Tu penses que tu peux réparer ce qui est brisé. Tu es un idiot. Puis, sans avertissement, il a poussé David hors de la chambre et a claqué la porte derrière lui. Laissé seul, j'ai regardé le dos de David, qui s'éloignait, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Même dans ses excuses, même dans ses promesses, les mêmes vieilles ombres s'accrochaient à nous. Le vrai combat ne faisait que commencer. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillée, les paroles de ma mère résonnaient dans mon esprit. J'ai ouvert le journal à nouveau, découvrant cette fois une lettre cachée glissée à l'intérieur de la couverture arrière. Elle m'était adressée. « Chère Élisabeth, tu portes plus qu'un simple enfant, tu portes l'espoir de notre famille. Il y aura des jours où la douleur semblera trop lourde à supporter, mais souviens-toi de ceci. La force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. J'ai combattu pour que tu puisses vivre libre. Maintenant, c'est à ton tour. » J'ai serré la lettre contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, j'ai osé rêver d'un lendemain qui n'était pas enchaîné au passé. Mais alors que le clair de lune tombait sur la maison, je savais la partie la plus difficile était encore devant moi. Le poids de cette lettre dans ma main était plus lourd que n'importe quelle punition que mon père m'avait jamais infligée. C'était comme une bouée de sauvetage lancée dans la plus sombre tempête de ma vie
un espoir fragile que peut-être je pourrais survivre à cela, peut-être je pourrais riposter. Mais la vie ne s'arrête pas pour l'espoir. Quelques jours plus tard, la maison est devenue plus froide. La colère de mon père mijotait comme un nuage sombre prêt à exploser, et la présence de David était un rappel constant de tout ce que je voulais oublier. Pourtant, il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'endroit où je pouvais fuir. Un soir, ma mère m'a appelé doucement à la cuisine. Ses mains tremblaient en me tendant un petit bol de porridge. Mange, Élisabeth, dit-elle, les yeux pleins de chagrin. Tu as besoin de ta force. J'ai hoché la tête mais ne pouvais pas avaler. Le silence entre nous était plus fort que la tempête dehors. Ton père, il ne va pas bien, murmura-t-elle, la voix se brisant. La boisson lui a pris plus que tu ne le sais. J'ai regardé dans ses yeux fatigués et j'ai soudain compris la rage de mon père était plus que de la simple colère. C'était une douleur qu'il ne pouvait pas supporter de regarder en face, et d'une manière ou d'une autre. Cette douleur débordait sur moi. Mais juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, tout s'est brisé. Une nuit, David est venu dans ma chambre à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas d'excuse dans ses yeux. À la place, il y avait de la peur. Ils savent, dit-il doucement. Père sait tout. Mon cœur s'est arrêté. Comment? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ils ont trouvé le journal. La lettre, dit-il. Mère l'a laissée dehors par erreur. Père l'a lu. La panique m'a envahi. Que ferait-il maintenant? Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte violemment, le visage furieux de mon père remplissant l'encadrement. Menteuse, cria-t-il. Tu as comploté contre moi avec ce garçon. Tu veux ruiner cette famille. J'ai essayé de parler, d'expliquer, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Tu paiera pour tes péchés, grogna-t-il, m'attrapant brutalement. Je suis tombée, le souffle coupé. Et à ce moment, alors que les larmes coulaient sur mon visage, quelque chose en moi s'est trisé, s'est reconstruite plus fort, plus féroce. Plus de cachette. Plus de silence. J'ai regardé mon père, l'homme qui était censé me protéger mais qui n'avait fait que détruire, et j'ai trouvé le courage que je ne savais pas avoir. Arrête, ai-je murmuré, la voix ferme. Il a hésité, surpris. Cet enfant, ai-je dit, plaçant mes mains sur mon ventre gonflé, n'est pas une malédiction. Elle est mon espoir. Il a ri amèrement. L'espoir. De toi. Tu me disgrâces. Mais j'ai vu les fissures dans son armure, la douleur profondément enfouie sous la colère. Et puis, le tournant mon père, l'homme qui me battait, a détourné le regard et murmuré. Je t'ai laissé tomber. J'ai aussi laissé tomber ta mère. Pour la première fois, j'ai vu un homme brisé, pas un monstre. La maison était calme après cette nuit-là, mais rien ne serait plus jamais pareil. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une fille, une mère, une combattante. Et alors que je restais éveillée, sentant le bébé donner des coups en moi, je savais que cette histoire n'était pas seulement une question d'abus ou de douleur. C'était à propos des filles fragiles qui nous lient, des erreurs que nous héritons, et de la puissance nécessaire pour s'en libérer. Le matin après la confession silencieuse de mon père, une étrange quiétude s'est installée sur la maison. C'était comme si la tempête était passée, mais l'air restait épais, chargé de mots non prononcés et de promesses brisées. Je l'observais du coin de l'œil, cet homme qui avait meurtri mon corps et brisé mon esprit. Désormais semblable à l'ombre de lui-même. Ses mains, autrefois si promptes à frapper, tremblaient légèrement lorsqu'il tenait sa tasse de thé matinale. Je voulais le haïr. J'essayais, mais quelque chose en moi s'adoucissait, bien que je n'osais pas l'admettre. Pour la première fois, j'ai ressenti une douloureuse confusion dans mon cœur. Un homme comme mon père pourrait-il vraiment changer? Le bébé en moi donnait encore des coups, un petit battement de cœur féroce qui me rappelait pourquoi je devais essayer. Les jours passaient, et le silence de mon père devenait plus lourd que sa colère ne l'avait jamais été. Il ne criait pas, il ne s'approchait pas, il restait distant, comme un homme attendant un verdict qu'il craignait trop d'affronter. Un après-midi, je l'ai trouvé assis sur le porche, regardant fixement le ciel. « Papa, ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu. « Veux-tu parler ?» Ses yeux ont finalement rencontré les miens, sombres et fatigués. « J'avais tort, dit-il. Toutes ces années, j'étais trop aveugle pour voir ce que tu traversais. Je pensais que protéger la famille signifiait tout cacher, mais tout ce que j'ai fait, c'est te blesser davantage. » J'ai avalé ma peur, sentant un étrange espoir monter. « Me pardonnes-tu » a-t-il demandé, la voix se brisant. J'ai fermé les yeux,
les souvenirs affluant la douleur, la honte, la solitude. Mais j'ai senti le bébé bouger à nouveau, fort et réel. Je le veux, ai-je murmuré. Mais cela prendra du temps. Il a lentement hoché la tête, des larmes brillant sur ses joues. Pour la première fois, nous étions assis ensemble, deux âmes brisées, essayant de recoller une famille en morceaux. Mais la vie a une façon de tester même les liens les plus forts. Un soir, alors que je préparais un petit repas pour ma mère, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était David. Ses yeux étaient sauvages, désespérés. « Nous devons parler, dit-il, la voix basse. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'il utilisait avant de me faire du mal. Mais cette fois, j'étais différente. Pas ici, ai-je dit fermement, le conduisant dans la cour arrière. Que veux-tu? Ai-je demandé, le cœur battant. David a hésité, puis a confessé quelque chose qui a encore bouleversé mon monde. Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. J'avais peur, en colère, confus. Ces mots me blessaient plus profondément que n'importe quel coup. Pourquoi l'as-tu fait? Ai-je exigé. Je ne savais pas comment demander de l'aide, dit-il, les larmes coulant sur son visage. Je pensais que si je gardais le silence, tout irait bien. Le tremblement dans sa voix n'était pas seulement du regret, car c'était de la peur. J'ai peur, Élisabeth. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai regardé, le garçon qui avait été mon frère, mon tourmenteur, et maintenant, une âme brisée implorant le pardon. Cette nuit-là, je me suis assise seule près de la fenêtre, tenant mon ventre. Le bébé en moi était un symbole d'espoir et de douleur entremêlée. Pourrais-je pardonner à David? Pourrais-je lui faire confiance à nouveau? Mon père pourrait-il vraiment changer? Les questions tourbillonnaient comme une tempête, mais une chose était claire. Mon histoire ne concernait plus seulement les abus et la souffrance. Elle concernait le pardon, la peur et la fragile chance de reconstruire ce qui était brisé. Les jours qui ont suivi cette nuit-là. Ils ressemblaient à une marche dans le brouillard des épées, incertain et plein de dangers invisibles. Je me retrouvais à regarder mon reflet plus souvent, cherchant la femme que j'étais avant que tout ne vole en éclats. Un après-midi, David est revenu vers moi. Cette fois, son visage était différent, plus doux, mais hanté. « Élisabeth, dit-il doucement, je veux aider. Je veux arranger les choses. » Ces mots semblaient étranges venant de lui. Je voulais croire, mais les cicatrices étaient trop profondes. Pourtant, j'ai lentement hoché la tête, espérant que c'était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Puis, tout a changé. Mon père est rentré tôt ce soir-là, portant une petite boîte enveloppée dans du papier décoloré. Il l'a posée sur la table sans un mot et s'est assis lourdement. Curieuse, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une collection de vieilles lettres et photographies des souvenirs d'avant que les ténèbres ne s'insinuent dans nos vies. « Ta mère a écrit celle-ci » dit-il doucement, la voix se brisant. « Elle voulait que tu les un jour. » Mes mains tremblaient en dépliant une lettre. L'écriture était tremblante mais pleine d'amour. « Ma chère Élisabeth, si jamais tu lis ceci, sache que je t'ai aimée avant même que tu ne prennes ta première respiration. La vie a été dure, mais tu es plus forte que n'importe quelle douleur. N'oublie jamais cela. » Les larmes brouillaient ma vision. Pour la première fois, je ressentais la chaleur de l'amour maternel que je pensais avoir perdu à jamais. Mais alors, en levant les yeux, j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon père, un secret qu'il n'était pas prêt à partager. Cette nuit-là, je lui ai demandé doucement « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces lettres ?» Il a soupiré profondément, parce que j'avais honte. Honte de ce qui t'arrivait et honte d'avoir échoué en tant que père. Sa confession ressemblait à une fissure dans le mur entre nous. Mais alors que l'espoir vacillait, le lendemain matin a apporté un choc. David avait disparu. Personne ne savait où il était allé. J'ai cherché partout, appelant son nom jusqu'à ce que ma voix soit rauque. La peur rongeait mon cœur et si les ténèbres qui le hantaient l'avaient emporté pour toujours. Et puis, une note est apparue sur la table de la cuisine, écrite d'une main tremblante. Un simple message, je suis désolée. Je dois réparer ce que j'ai brisé. Ne me cherche pas. Ce revirement me blessait plus profondément que n'importe plaie. David s'enfuyait, me laissant seule avec les fragiles excuses de mon père et l'espoir silencieux de mon enfant à naître. Je me suis assise sur le sol froid, serrant la note, mon esprit tourbillonnant d'émotions. Était-ce une autre trahison? Ou le premier pas vers la guérison? Pourrais-je affronter l'avenir sans mon frère à mes côtés? La nuit devenait plus froide, et le silence dans la maison était plus assourdissant que jamais.
Mais dans ce silence, une pensée brûlait clairement. Je devais être forte. Pour moi-même, pour le bébé, pour la famille en laquelle je voulais encore croire. Les jours sans David semblaient interminables, comme si le soleil avait oublié comment briller. Mon cœur était une lourde pierre, s'enfonçant plus profondément à chaque heure qui passait. Je gardais la note qu'il avait laissée plier fermement dans ma main, la relisant encore et encore, cherchant quelque chose que je ne pouvais nommer. Réparer ce que j'ai brisé, ces mots me hantaient. Que voulait-il dire? Y avait-il quelque chose de plus que je ne savais pas? Les excuses de mon père avaient adouci sa colère, mais la maison ressemblait toujours à une cage. Ces remords silencieux ne pouvaient pas effacer la douleur du passé. Pourtant, je m'accrochais à un fragile espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions reconstruire ce qui était brisé. Mais la vie avait d'autres plans. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines et que les ombres s'étiraient longuement à travers la pièce, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte lentement. Debout là se trouvait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux étaient gentils, mais portaient le poids de nombreux chagrins. « Je m'appelle Ruth, dit-elle doucement. J'ai connu ta mère. » Quelque chose en moi s'est resserré. « Ma mère ?» ai-je murmuré. « Ouais, nous étions amis il y a longtemps. Elle voulait que je te trouve quand le moment serait venu. » Elle m'a tendu une petite enveloppe, usée et jaunie par le temps. « Ceci est pour toi. » Les mains tremblantes, j'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre, mais aussi une petite clé à un ruban décoloré. Les yeux de Ruth cherchaient les miens. « Il y a un endroit que ta mère gardait secret. Un endroit qu'elle espérait que tu trouverais un jour. Cette clé ouvre la porte. » Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce que ma mère aurait pu cacher? Un coffre-fort? Une boîte? Une pièce? Ruth a faiblement souri. C'est dans la vieille maison, celle que ton père visite rarement. Tu y trouveras des réponses. Mon cœur battait avec un mélange de peur et d'espoir. Cela pourrait-il être la pièce manquante? La vérité qui pourrait tout changer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison semblait plus froide que jamais, comme si elle connaissait un secret que j'étais sur le point de découvrir. Le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai pris la clé et suis allée dans la vieille partie de la maison, la partie qui était fermée à clé, intacte depuis des années. La porte en bois a grincé lorsque j'ai tourné la clé. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, la poussière épaisse sur tout, mais dans le coin se tenait un coffre en bois. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des lettres et un journal relié de cuir craquelé. J'ai sorti le journal, mes doigts traçant la couverture usée. C'était celui de ma mère. Des larmes brouillaient ma vision tandis que je l'ouvrais. Ces mots se déversaient comme une rivière de douleur et d'amour. Elle écrivait à propos d'une promesse qu'elle avait faite me protéger, me garder en sécurité des ténèbres grandissantes dans notre famille. Mais ensuite, les pages ont révélé quelque chose que je n'avais jamais attendu. Un secret que mon père avait gardé caché. Ma mère écrivait que mon père n'avait pas toujours été l'homme qu'il semblait être. Avant l'alcool, avant la rage, il combattait une bataille qu'il n'a jamais gagnée, mais une bataille avec ses propres démons. Elle me suppliait de lui pardonner, de trouver la force dans la compréhension. Mais ensuite, la dernière entrée s'arrêtait brusquement. Elle était datée de la veille de sa mort. Une seule phrase m'a glacée. Si David fait jamais du mal à Élisabeth, je le hanterai jusqu'à ce qu'il trouve la paix. J'ai eu le souffle coupé. Ma mère savait-elle ce que David avait fait? Avait-elle essayé de me protéger d'une façon que je n'avais jamais comprise? À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Élisabeth, j'ai besoin de parler. » Sa voix était basse, brisée. J'ai réalisé alors que le voyage de guérison était loin d'être terminé. Le tournant était clair. La douleur de ma famille était plus profonde et plus compliquée que je ne l'avais jamais imaginé. Et les réponses que je cherchais étaient enveloppées dans le pardon et le chagrin. La maison semblait plus lourde après avoir trouvé le journal de ma mère. Chaque craquement, chaque murmure du vent semblait porter des secrets attendant d'être révélés. Le soleil du matin peinait à percer les épais rideaux, et j'étais assise au bord de mon lit, serrant le journal comme une bouée de sauvetage. Mon téléphone continuait de sonner mon père à nouveau, mais je n'étais pas prête. À la place, j'ai décidé de rendre visite à Ruth. Sa petite maison confortable sentait vaguement les vieux livres et la cannelle.
Elle m'a accueillie avec un triste sourire. « Tu as découvert beaucoup » dit-elle doucement. « Je ne sais pas quoi penser, ai-je admis. Ma mère, et elle nous protégeait tous les deux. » Ruth a hoché la tête, les yeux brillants. C'était une femme forte. Mais parfois, protéger signifie porter des fardeaux seuls. J'ai ressenti une pointe de colère. Combien d'années avais-je souffert en silence? Combien de nuits avais-je pleuré seule parce que personne n'était à mes côtés? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi personne ne l'a-t-il arrêtée? Ai-je demandé, la voix se brisant. Ruth a pris mes mains doucement. Parfois, la peur fait taire même les cœurs les plus forts. Ta mère était piégée dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner seule. Mon esprit s'emballait. Si ma mère portait ce fardeau, qu'en était-il de mon père? Pourrait-il avoir mené sa propre bataille, comme elle le disait? De retour à la maison, le silence était étouffant. J'attendais l'appel de mon père, mais il n'est jamais venu. Les jours passaient, et avec chacun d'eux, le vide en moi grandissait. Puis, de nulle part, une lettre est arrivée. Sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une seule photo de David à l'air fatigué, usé, mais vivant, et dessous, une note d'une écriture tremblante. « Élisabeth, je suis désolée. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît, viens à la vieille église sur Elm Street à minuit. Mon cœur s'est arrêté. » Était-ce un piège? David essayait-il de me blesser à nouveau? Ou était-ce une chance d'obtenir des réponses? Cette nuit-là, sous une lune argentée, je me suis retrouvée debout devant la vieille église. Le vent hurlait doucement, et la porte grinçait alors que je la poussais. À l'intérieur, les ombres dansaient sur les murs, et l'air sentait la poussière et les prières oubliées. Puis, une voix a brisé le silence. Élisabeth. J'ai pivoté. David se tenait là, ses yeux remplis de regrets et de douleur. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » murmura-t-il. Les larmes me brûlaient les yeux. « Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi nous as-tu ruinés? » ai-je demandé. Sa voix s'est brisée. J'étais perdue. Je ne savais pas comment demander de l'aide. J'avais peur de ce que je devenais. J'ai senti mon cœur se briser. Penses-tu que désolé peut arranger ça? Sais-tu ce que j'ai perdu? Ai-je dit, la voix tremblante. David a fait un pas en avant, les mains tremblantes. Je veux t'aider à guérir, s'il te plaît. À ce moment, le passé et le présent sont entrés en collision. Le pardon pourrait-il jamais combler une blessure si profonde? Ou n'était-ce qu'une autre ombre dans la longue nuit de ma vie? L'horloge de l'église a sonné minuit. Le silence s'est épaissi. Et dans le calme, j'ai réalisé une vérité. La guérison est un voyage à travers les endroits les plus sombres, et parfois, la personne la plus difficile à pardonner est celle que l'on aime le plus. L'air froid à l'intérieur de la vieille église m'enveloppait comme un linceul alors que je me tenais face à David. Ses yeux, autrefois remplis de menaces, brillaient maintenant d'un espoir fragile auquel je n'étais pas sûre de vouloir croire. Mon cœur était une tempête femme. Peur, confusion, et une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Je voulais courir, crier, effacer ce moment pour toujours. Mais le silence entre nous était lourd, chargé d'années de brisures et de mots non dits. Pourquoi maintenant, David? Pourquoi après toutes ces années? Ai-je demandé, ma voix à peine stable. Il a avalé difficilement. Parce que je suis fatiguée, Élisabeth. Fatiguée de vivre avec ce que j'ai fait. Je n'attends pas le pardon. Mais je veux que tu saches. Je suis désolée. Les mots m'ont frappée comme une vague s'écrasant contre un rivage fragile. Désolée. Ce petit mot avait le pouvoir de briser et le pouvoir de guérir. Mais comment accepter des excuses quand votre monde a été brisé? J'ai détourné le regard, les yeux fixés sur les bancs fissurés. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Peut-être que je ne le ferai jamais. David a hoché la tête, son visage se pliant de douleur. Je comprends. Pendant un long moment, nous sommes restés là, deux âmes brisées prises entre les blessures du passé et la possibilité d'un avenir qu'aucun de nous ne pouvait encore voir. Le silence a été brisé par le bruit de pas. Une femme est sortie de derrière un pilier. Ruth. Je pensais que tu devrais savoir, dit-elle doucement, que ma nièce a essayé de te joindre. Elle s'inquiète pour toi, Élisabeth. Mon cœur a fait un bond. Quelle nièce? Ai-je demandé. Ruth a hésité. Elle s'appelle Sarah. Ta mère l'a mentionnée dans son journal. Vous ne vous êtes jamais rencontrés, mais elle est de la famille. Je n'avais jamais entendu parler de Sarah.
une autre pièce dans ce puzzle qui semblait ne jamais s'assembler. Cette nuit-là, de retour dans mon petit appartement, j'ai cherché Sarah. Internet était un flou de numéros de téléphone et d'adresses jusqu'à ce que je trouve enfin un nom et un numéro. Mes mains tremblaient en composant. Allô. Une voix douce et hésitante a répondu. Sarah? Ai-je murmuré. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Elisabeth. Je pense. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis, j'attendais de tes nouvelles. Quelques jours plus tard, Sarah est arrivée, ses yeux grands ouverts avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle m'a raconté des histoires sur ma mère, des histoires que je n'avais jamais connues. Sur la force qu'elle avait, les batailles qu'elle menait silencieusement, et l'espoir auquel elle s'accrochait. Le plus surprenant était que Sarah portait un secret que je n'avais jamais imaginé. Ma mère avait autrefois prévu de tout abandonner, d'échapper à la douleur, au silence, et de recommencer à neuf. Mais elle est restée. Pour moi, pour mon frère, pour la famille qu'elle aimait malgré tout. En entendant cela, j'ai senti le poids des années s'installer plus lourdement sur ma poitrine. Le sacrifice de ma mère avait été silencieux, invisible. Mais maintenant, il m'appelait à être plus forte, à affronter le passé d'une manière qu'elle n'avait jamais pu. Alors que Sarah et moi nous rapprochions, le nuage sombre de mon enfance planait toujours. Mais il me donnait aussi quelque chose de précieux, une connexion. Un rappel que même dans la douleur la plus profonde, la famille pouvait être une source de guérison. Mais juste au moment où je commençais à croire que je pourrais trouver la paix, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule phrase. Tu n'es pas aussi seul que tu le penses. Surveille tes arrières. Mes mains tremblaient. Qui a envoyé cela? Pourquoi la menace? J'ai senti les murs se refermer à nouveau ombres des ombres indésirables. Était-ce de David? Ou de quelqu'un d'autre lié au passé que j'essayais désespérément de fuir? Cette nuit-là, je suis restée éveillée, le cœur battant. Le combat pour la paix était loin d'être terminé. Et j'ai réalisé, parfois, les batailles les plus difficiles sont celles qui se livrent quand on pense que la guerre est terminée. La lettre brûlait encore dans mes mains, sa menace résonnant dans mon esprit. Mais au fil des jours, quelque chose en moi a changé. La peur qui avait autrefois gouverné ma vie, la peur de mon père, de mon frère, de la honte, je refusais de la laisser gagner désormais. J'avais passé des années à vivre dans le silence, portant le poids d'une douleur qu'aucun enfant ne devrait supporter. Mais maintenant, à 60 ans, j'étais prête à entrer dans la lumière. Sarah et moi nous rapprochions chaque jour. Sa présence était un baume pour mon âme souffrante. Elle n'était pas seulement ma nièce, elle était devenue ma meilleure amie, ma famille. Ensemble, nous avons commencé à rassembler les fragments de mon enfance, trouvant de la force dans chaque histoire partagée. Un après-midi, Sarah a dit quelque chose qui m'est resté. Ta mère était courageuse, dit-elle doucement. Elle s'est battue d'une manière que nous ne voyons pas toujours. Elle t'aimait férocement. Ces paroles ont soulevé un poids de ma poitrine. Peut-être que je n'étais plus seulement une fille brisée. Peut-être j'étais la fille d'une guerrière, une survivante. Je me suis retrouvée attirée par le vieux manguier dans notre cour arrière, le même arbre derrière lequel je m'étais cachée. Enfant, terrorisée. Je me suis assise sous ses branches, sentant le vent murmurer à travers les feuilles, comme si l'arbre lui-même se souvenait de ma douleur et de mon combat. Et j'ai finalement permis à mes larmes de couler. Pas des larmes de honte ou de peur, mais des larmes de libération et de chagrin pour tout ce que j'avais perdu et d'espoir pour ce que je pouvais encore construire. Les jours se sont transformés en moi. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge local pour femmes, partageant mon histoire tranquillement avec celles qui avaient besoin de l'entendre. Chaque fois que je parlais, un morceau du passé devenait plus léger. Je voyais les visages des femmes qui portaient des cicatrices comme les miennes, et je savais que ma douleur avait un but. Un soir, alors que le soleil plongeait bas, jetant une lueur chaude sur la ville, David est venu me voir à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas le monstre de mon enfance. C'était un homme brisé par ses propres erreurs, cherchant le pardon. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, dit-il, la voix tremblante, mais j'espère qu'un jour tu pourras trouver la paix. » Je l'ai regardé, sentant les années de blessures s'adoucir, mais sachant que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. « Je te pardonne, ai-je dit lentement. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être libre. David est parti cette nuit-là, et pour la première fois en des décennies, j'ai ressenti quelque chose que je croyais impossible, la paix.
La menace de la lettre n'est jamais revenue. Peut-être n'était-ce que l'ombre de la peur essayant de me ramener en arrière. Mais j'ai choisi de vivre dans la lumière. Avec Sarah à mes côtés, j'ai commencé un petit groupe de soutien pour des femmes comme moi, des femmes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules, que leur douleur n'était pas leur faute, et que la guérison était possible. Notre groupe a grandi, et avec chaque réunion, j'ai vu le courage fleurir, là où il n'y avait autrefois que du désespoir. Un soir, alors que je me préparais à fermer le refuge, Sarah m'a tendu un papier plié. C'est d'une petite fille, dit-elle. Elle veut que tu saches que tu as changé sa vie. J'ai ouvert la lettre, et ces mots m'ont profondément touchée. Merci, tante Élisabeth, d'être courageuse. Tu es mon héroïne. À ce moment, j'ai réalisé quelque chose de profond. Mon histoire, ma douleur, ma survie n'a jamais été seulement à propos de moi. Elle concernait chaque enfant qui avait besoin d'une voix, chaque femme qui avait besoin de force, chaque âme cherchant l'espoir. J'ai essuyé mes larmes et regardé par la fenêtre. L'avenir était incertain, mais c'était à moi de le façonner. Et pour la première fois, je me sentais prête. Ceci est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de la vôtre. Si vous portez de la douleur en vous, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et il y a toujours de la lumière au-delà des ombres. Merci de m'avoir écouté. Fin.